Un dîner élégant, une robe blanche, une nouvelle qui aurait dû être un motif de joie. Mais ce soir-là, lorsque le millionnaire Edward Kane apprit que son épouse Isabella attendait une fille, une lueur sombre s'alluma dans ses yeux. Ce qui avait commencé comme une célébration se termina par un cri étouffé, un verre brisé et une main autour de son cou. Ce qu'Edward ignorait, c'est que cet acte brutal ne serait pas la fin, mais le début de sa chute. Car derrière le silence d'Isabella, se cachait une vérité qu'aucune richesse ne pouvait enterrer, et un frère PDG prêt à tout détruire pour rendre justice. Prépare-toi, car ce qui arrive est une histoire de pouvoir, de tromperie et de vengeance glaciale. Dis-nous quelle heure il est et d'où tu nous écoutes. Laisse ton commentaire ci-dessous, nous voulons tout savoir de toi. Les lampes en cristal du grand salon brillaient comme des étoiles apprivoisées. Chaque coupe de champagne reflétait l'éclat doré du succès. C'était une soirée parfaite, du moins en apparence, pour tous les invités réunis dans le manoir des Kane. Isabella Carter, vêtue d'une robe blanche en soie, marchait lentement parmi les visages souriants. Sa main reposait tendrement sur son ventre, encore petit, mais déjà sacré. Les caméras la suivaient comme si elle était une reine moderne, irradiant lumière, élégance et espoir. À ses côtés, Edward Kane, le milliardaire propriétaire de la plus puissante entreprise de construction de Los Angeles, arborait un sourire impeccable. Personne n'imaginait que sous ce masque de perfection se cachait une obscurité prête à tout consumer. Lorsque le maître de cérémonie demanda le silence, Edward leva son verre. « Chers amis, dit-il d'une voix assurée et charmante, ce soir nous ne célébrons pas un contrat ni un projet. Nous célébrons quelque chose de bien plus grand. Isabella et moi attendons un enfant. » Un murmure d'émotion parcourut la salle. Des applaudissements éclatèrent, des rires et des cris de félicitations fusèrent. Isabella baissa la tête avec reconnaissance. À cet instant, elle crut encore que l'amour pouvait être plus fort que les ombres qui l'entouraient. Edward l'embrassa sur la joue devant les caméras, et les éclats des flashs les enveloppèrent. Pendant un bref instant, ils semblèrent heureux. Mais quand les lumières s'éteignirent et que les applaudissements s'évanouirent, quelque chose dans l'air changea. Au fond du salon, une silhouette observait en silence. C'était Victoria Kane, la mère d'Edward, une femme aux cheveux gris argentés, aux lèvres fines et au regard tranchant. Sa robe rouge profond contrastait avec l'ambiance dorée de la fête. Elle s'avança lentement, chaque pas mesuré. Son sourire était parfait, mais glacial. « Ma chère, dit-elle d'une voix douce, as-tu déjà confirmé le sexe du bébé ?» Isabella sursauta légèrement. « Pas encore, madame, » répondit-elle poliment. « Le médecin dit qu'il est encore trop tôt. » Victoria acquiesça, mais son regard restait insatisfait. « J'espère que ce sera un garçon, » murmura-t-elle en caressant le bord de sa coupe. « La famille Kane a besoin d'un héritier digne de ce nom. » Edward évita son regard. La tension, invisible aux autres, pesait sur le cœur d'Isabella. La musique reprit et les invités retrouvèrent leur joie. Pourtant, le sourire d'Isabella n'était plus sincère. Elle sentait une pression dans sa poitrine, comme un avertissement silencieux. Quand elle se retira quelques instants sur la terrasse, l'air froid l'enveloppa. À l'intérieur résonnaient encore les rires, mais elle n'entendait que sa propre respiration. Elle repensa aux premiers mois de son mariage, à l'époque où Edward semblait différent, quand son amour paraissait un refuge. À présent, tout lui semblait calculé, rigide, dangereux. Elle regarda les lumières de la ville et se demanda à quel moment sa vie parfaite était devenue une cage dorée. Après minuit, les invités commencèrent à partir. Isabella salua poliment les derniers hommes d'affaires et leurs épouses élégantes. Lorsque la porte principale se referma, le silence fut presque violent. Edward posa sa coupe et se dirigea vers le bar. Il remplit un autre verre de whisky, cette fois sans porter de toast. « Tu as été bien silencieuse ce soir, » dit-il sans la regarder. « Je suis fatigué, » répondit-elle calmement. « Je ne suis pas habitué à autant de caméras. » Il tourna lentement la tête. « Tu n'aurais pas dû contredire ma mère devant tout le monde. » Isabella fronça les sourcils. « J'ai seulement dit que nous ne connaissons pas encore le sexe, Edward. Ce n'était pas une correction. »
Sa voix restait douce, mais son cœur battait fort. Edward frappa son verre contre le meuble, le cristal éclata. « Tu ne comprends pas ce que signifie ce bébé pour moi, pour nous, pour la famille Kane. » Isabella fit un pas en arrière, craignant de bouger. « C'est notre enfant, Edward, pas un symbole. » Il eut un rire amer. « Tu ne comprends pas. Ma mère a raison. Ce nom doit continuer. Je ne peux pas permettre que tout mon travail disparaisse sans héritier mâle. » Ces mots le rendirent méconnaissable. La femme qu'il avait aimée sentit quelque chose se briser en elle. « Et si c'est une fille ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Alors nous recommencerons. » Le ton d'Edward était froid, vide, comme s'il parlait d'un simple marché. Isabella serra les pans de sa robe entre ses doigts. « Ce n'est pas toi qui décides, c'est une vie, pas une négociation. » Le silence qui suivit fut insupportable. Edward se tourna vers la fenêtre, le reflet du whisky brillant dans sa main. « Ne commence pas une dispute ce soir, » dit-il à voix basse. « Ne gâche pas ce que j'ai construit. » Quand Isabella monta l'escalier vers la chambre, un frisson parcourut son dos. Chaque pas résonnait comme un avertissement. Dans le couloir, elle aperçut le grand portrait de la famille Kane accroché au mur. Tous ces visages semblaient fiers, mais aucun ne paraissait humain. Elle referma la porte derrière elle et s'y adossa, le souffle tremblant. Son reflet dans le miroir lui renvoya une femme changée. Il y avait de la tristesse dans ses yeux, mais aussi une lueur nouvelle, celle d'une méfiance grandissante. Plus tard, quand l'horloge sonna 1 heure, Edward entra sans frapper. Sa cravate était défaite, son regard mêlait fatigue et colère. « Je veux que tu ailles demain chez le médecin pour confirmer le sexe. » Isabella tenta de garder son calme. « Il est encore trop tôt. » Il s'approcha trop près. « Fais-le. Et si c'est une fille, nous parlerons d'options. » Ce mot la glaça. « Des options ?» répéta-t-elle, incrédule. Edward hocha simplement la tête et quitta la pièce, claquant la porte. La maison retrouva son silence, mais ce silence n'était pas la paix. C'était une menace. Isabella s'agenouilla devant le miroir, les mains posées sur le sol froid. Son reflet lui renvoya des yeux rougis. Sur la table de nuit, le portrait de mariage restait debout, symbole d'un mensonge parfait. Elle prit le cadre dans ses mains et le retourna face contre la table. Puis elle murmura dans le vide « Je te protégerai, ma petite, quoi qu'il arrive. » Dehors, le vent soufflait avec force et les nuages couvraient la lune. À l'intérieur, une promesse venait de naître. L'air du cabinet médical sentait le désinfectant et le métal. Isabella s'assit sur la table d'examen pendant que l'infirmière préparait l'appareil d'échographie. Le silence était si fragile qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Dehors, le ciel était couvert de nuages gris. L'infirmière lui adressa un sourire bienveillant, cherchant à apaiser la tension. « Détendez-vous, Madame Kane, cela ne prendra que quelques minutes. » Isabella acquiesça et regarda vers la porte, espérant voir Edward entrer. Mais il restait dans le couloir, le téléphone à la main, parlant à voix basse d'une réunion avec des investisseurs. Le son de sa voix ne la rassurait plus. Il résonnait comme un écho lointain appartenant à un autre monde. Quand l'infirmière posa le gel froid sur son ventre, Isabella ferma les yeux. L'écran s'alluma et un son régulier remplit la pièce. C'était un bip, bip, constant, léger mais plein de vie. Le cœur du bébé. L'infirmière sourit. « Écoutez, il bat fort, il est en bonne santé. » Isabella sentit son âme trembler. Une larme glissa sur sa joue sans qu'elle puisse l'empêcher. « Puis-je connaître le sexe ?» demanda-t-elle doucement. L'infirmière hocha la tête et tourna l'écran vers elle. « Oui, c'est visible. Félicitations, c'est une fille. » Isabella sourit, les lèvres tremblantes. « Une fille » répéta-t-elle lentement, comme si elle goûtait un mot sacré. L'infirmière jeta un coup d'œil vers la porte. « Voulez-vous que votre mari entre ?» Isabella hésita. « Oui, s'il vous plaît. » Mais lorsque l'infirmière alla le chercher, Edward était déjà parti. L'assistante du médecin expliqua qu'il avait reçu un appel urgent et qu'il était sorti sans dire au revoir. L'infirmière revint avec un sourire forcé. « Peu. Être a-t-il eu une affaire importante à régler ?» Isabella acquiesce.
My son sourire se brise. Elle regarda de nouveau l'écran et caressa du doigt l'image floue du petit visage. Le cœur battait toujours, indifférente à la tristesse du monde extérieur. « Je te protégerai », murmura-t-elle. « Je te le promets. » En sortant de l'hôpital, la pluie commença à tomber. Isabella glissa l'enveloppe contenant l'échographie sous son manteau. Elle marcha seule jusqu'à la voiture, le son des gouttes se mêlant à ses pensées. Elle revit la conversation de la veille et le mot d'Edward. Option. Ce mot résonnait encore dans sa tête comme une menace déguisée. Elle monta dans la voiture, alluma le moteur et resta immobile plusieurs minutes. Dans le rétroviseur, elle vit ses yeux rougis. Un instant, elle pensa aller chez son frère, mais elle savait qu'Edward ne le permettrait pas. Elle était seule. Ce soir-là, le manoir Kane baignait dans un silence tendu. Les lumières de la salle à manger brillaient sur la table de marbre. Edward était assis à l'extrémité, parcourant des documents financiers. Isabella posa les assiettes avec soin. « Tu aurais dû venir à l'hôpital, » dit-elle doucement. « C'était important. » Edward ne leva pas les yeux. « J'avais une réunion. » « C'était la première fois qu'on entendait battre son cœur, » insista-t-elle. « Et c'est une fille. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Edward arrêta son stylo. Son visage changea. « Une fille ?» répéta-t-il. « Oui, une fille magnifique. » La coupe de vin dans la main d'Edward trembla légèrement. Isabella sentit le silence s'épaissir. Victoria entra dans la pièce, impeccable comme toujours, une tasse de thé entre les mains. « Qu'ai-je entendu? Une fille ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. Isabella inspira profondément. « Oui, madame, c'est une fille, elle est en bonne santé. » Victoria posa la tasse d'un geste sec. « En bonne santé ne suffit pas. Notre famille a besoin d'un héritier, pas d'une faiblesse. » Isabella la regarda, incrédule. « Il n'y a pas de faiblesse dans une fille. » Victoria plissa les yeux. « Tu ne comprends pas comment fonctionne ce monde, ma chère. Les noms, les affaires, les titres, tout cela exige de la force, du leadership, du sang. » Edward resta silencieux, les yeux fixés sur son assiette. Isabella tenta de retenir ses larmes. Elle portera aussi le nom Kane. Victoria eut un rire sec. Non, elle ne le portera pas. Et si tu sais ce qui est bon pour toi, tu laisseras les médecins s'en charger avant qu'il ne soit trop tard. Isabella se leva, tremblante. Jamais, c'est ma fille. Edward leva enfin les yeux. Isabella, assieds-toi. Non, répondit-elle d'une voix brisée. Je ne vais pas faire semblant que tout cela est normal. Edward serra les poings. Tu ne comprends pas la pression que je subis, les attentes. Tout repose sur moi. Isabella fit un pas vers lui. Et sur moi, et sur elle. Ce n'est pas une affaire, Edward. Victoria observait la scène avec un sourire glacé. L'amour est un luxe que seules les femmes faibles s'accordent. Isabella se tourna vers elle. Alors, je préfère être faible que monstrueuse. Un instant, l'air sembla s'arrêter. Edward se leva, sa chaise grinça sur le sol. Assez. Sa voix résonna dans toute la pièce. Isabella recula, le cœur battant à tout rompre. Victoria le regarda avec satisfaction. « Tu vois, mon fils, les émotions la contrôlent. Elle n'est pas en état de décider. » Edward inspira profondément, la mâchoire crispée. « Demain, je parlerai au médecin. Nous prendrons une décision rationnelle. » Isabella sentit son monde s'effondrer. « Une décision rationnelle? Éliminer notre fille ?» Edward détourna le regard. « Ne dis pas ces mots, mais c'est la vérité, » insista-t-elle. « Jusqu'où iras-tu pour protéger ton nom ?» Edward resta muet. Il prit sa coupe et but d'un trait. « Fais ce que tu veux, » dit-il enfin. « Souviens-toi seulement de qui paie cette maison, tes vêtements, ta sécurité. » Les larmes jaillirent sans qu'elle puisse les retenir. « Je croyais que tu m'aimais. » Il la regarda froidement. L'amour ne bâtit pas les empires. Cette nuit-là, quand tout le monde se retira, Isabella resta éveillée dans sa chambre. Elle alluma la lampe et sortit du tiroir l'enveloppe de l'échographie. La lumière jaune illumina la petite silhouette du bébé. Elle la caressa du bout du doigt, comme si elle pouvait la toucher. Le vent frappait les vitres avec force. Dans le miroir, son reflet semblait celui d'une autre femme. Elle prit un petit carnet et écrivit une phrase.
S'il me l'enlève, je mourrai. Si je la sauve, je vivrai. Elle referma le carnet et le cacha sous l'oreiller. Dehors, la pluie reprit, traçant un rythme lent et triste. À l'intérieur, Isabella jura en silence de protéger sa fille, quel qu'en soit le prix. Cette promesse allait changer son destin à jamais. La pluie frappait les grandes fenêtres du manoir comme si le ciel voulait avertir quelque chose. À l'intérieur, tout semblait calme. Les lumières du couloir se reflétaient sur le sol en marbre et le tic-tac de l'horloge marquait un rythme régulier. Isabella se trouvait dans le bureau, assise devant un petit berceau qu'elle avait fait construire en secret. Elle faisait glisser ses doigts sur une couverture rose pâle. Malgré la douleur qu'elle portait en elle, ce petit morceau de tissu était son refuge. Pourtant, la maison respirait la tension. Du rez-de-chaussée montaient des murmures, des rires, le mélange de deux voix qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Isabella se leva lentement. Ses pieds nus effleurèrent le sol froid. Elle descendit les escaliers sans un bruit, suivant le son qui venait du bureau d'Edward. La porte était entr'ouverte. Une lumière dorée s'en échappait, mêlée à l'odeur du vin cher. Elle s'arrêta un instant, respira profondément et poussa la porte avec douceur. Ce qu'elle vit la figea. Edward était penché sur Vanessa Moore, la femme qui prétendait être sa nouvelle conseillère en communication. Elle riait, les lèvres trop proches des siennes, tandis qu'il lui murmurait quelque chose à l'oreille. La main d'Edward reposait sur sa taille. Isabella sentit son cœur se briser. Un instant, elle crut rêver, penser à un malentendu. Mais le tintement des verres la ramena à la réalité. « Edward !» dit-elle d'une voix à peine audible. Les deux se retournèrent. Vanessa se recula d'un geste nerveux. « Isabella, ce n'est pas ce que tu crois !» murmura-t-elle. Mais Edward ne prit même pas la peine de feindre la surprise. Son regard était froid, irrité, las. « Tu devrais être au lit !» Isabella fit un pas en avant. « Au lit ? Pendant que tu bois avec ta maîtresse dans ma maison ?» Sa voix tremblait. Vanessa voulut parler, mais Edward leva la main. « Ne commence pas, » dit-il d'un ton sec. « Tu exagères encore. »« J'exagère ?» répéta Isabella. « Je te vois de mes propres yeux et tu oses dire que j'exagère. » Les larmes brouillaient sa vue. Edward serra les dents. « Tu gâches tout, Isabella. Je t'avais demandé de la discrétion. Tu ne sais pas te comporter comme l'épouse d'un homme comme moi. » Elle porta une main à sa poitrine. « Je t'ai tout donné. Ma famille, ma liberté, ma dignité. Et maintenant tu me trahis avec une femme qui ne peut même pas me regarder dans les yeux. » Edward s'avança. « Baisse la voix. »« Non !» cria Isabella. « Je ne me tairai pas. Pas après tout ce que tu as fait. Je porte ta fille, Edward. Ça ne te touche pas ?» Le silence dura à peine une seconde. Puis Edward explosa. « Tais-toi !» hurla-t-il. Dans un geste violent, il la saisit par les épaules et la projeta contre le mur. Isabella heurta le cadre d'un tableau et la douleur la traversa. « Lâche-moi !» réussit-elle à dire, mais il avait déjà perdu le contrôle. Ses mains se refermèrent autour de son cou. « Je t'ai dit de te taire !» cria-t-il. La force de son étreinte était inhumaine. Isabella tenta de résister, griffant ses bras, cherchant de l'air. Ses doigts s'accrochèrent à sa peau. « Pitié !» murmura-t-elle. « Le bébé !» Mais Edward n'entendait plus rien. Son regard était vide, dénué d'âme. Vanessa cria derrière lui. « Edward, arrête, tu vas la tuer !» Elle essaya de le repousser, mais il la bouscula brutalement. « Ne te mêle pas de ça. » Le visage d'Isabella devint livide, sa respiration saccadée. Les secondes semblèrent une éternité. Puis un son aigu déchira la scène. C'était le sanglot d'Isabella, mêlé à un souffle brisé. Edward la lâcha soudainement. Son corps s'effondra au sol. Elle toussa, haletante, cherchant à respirer. Ses mains tremblaient, le sang coulait au coin de ses lèvres. Vanessa se précipita vers elle. « Mon Dieu, elle saigne !»« Edward, regarde ce que tu as fait. » Il recula, blême. « Ce n'est pas ma faute, » balbutia-t-il. « Elle m'a provoqué. » Isabella se redressa difficilement. Sa voix était rauque, brisée. « Tu as failli tuer ta fille. » Edward la fixa avec un mélange de peur et de colère. « Tu m'y as forcé, dit-il,
comme si ces mots pouvaient effacer l'horreur. Vanessa le regarda avec dégoût. « Tu es un monstre !» Le bruit de la pluie s'intensifia. Edward porta les mains à sa tête. « Personne ne saura rien. »« Tu m'entends ?»« Personne. » Il fixa Vanessa. « Tu n'as rien vu. » Elle le fixa droit dans les yeux. « J'ai tout vu. » Le silence revint, seulement interrompu par le bruit du vin qui gouttait sur le tapis. Isabella posa une main au sol, l'autre sur son ventre. Une douleur aiguë la transperça. « J'ai besoin d'aide, » murmura-t-elle. Vanessa s'agenouilla à côté d'elle. « Je vais appeler un médecin. » Edward l'arrêta. « Non. Si tu fais ça, la presse sera au courant. Attends demain. » Vanessa le repoussa. « C'est ta faute. » Elle saisit le téléphone et composa le numéro, les mains tremblantes. Isabella n'entendait plus que des voix confuses. Tout devenait flou. Avant de perdre connaissance, elle leva les yeux vers le grand portrait au-dessus de la cheminée. Les yeux de Victoria semblaient la fixer depuis la toile, froid et triomphant. Des heures plus tard, Isabella ouvrit les yeux. Elle était dans sa chambre. Son cou la faisait souffrir. Elle voulut bouger, mais son corps refusa. La porte était fermée. Des voix s'élevaient dans le couloir. « C'était un accident », disait Edward. « Elle est tombée. »« Et si le médecin soupçonne quelque chose ?» demanda la voix de Victoria. « Je m'en occuperai. » Isabella serra les dents. Chaque mot lui brûlait le cœur. Elle comprit qu'il ne cherchait pas à la sauver. Il voulait seulement dissimuler la vérité. Dans l'obscurité, elle toucha son ventre. « S'il te plaît, » murmura-t-elle, « reste en vie. » Elle sentit un léger mouvement, une réponse. Des larmes de soulagement lui montèrent aux yeux. Dehors, les éclairs illuminaient la chambre. La porte s'ouvrit un instant et Victoria apparut, une tasse de thé sur un plateau. « Tu dois te reposer, ma chère. Ne cause plus de problèmes. » Isabella fit semblant de dormir. La femme déposa la tasse et s'en alla. Dès que les pas s'éloignèrent, Isabella se redressa. Sur la table de chevet se trouvait le téléphone, débranché. Le thé dégageait une odeur amère. Elle le repoussa. Elle s'approcha de la fenêtre, mais elle était verrouillée. La pluie tombait à verse. Dans le reflet du verre, elle vit son visage couvert de bleu. Elle ne reconnaissait plus la femme qui la regardait. « Tu ne me détruiras pas » murmura-t-elle. « Pas cette fois. » À cet instant, elle comprit qu'elle ne pouvait plus attendre de l'aide. Elle devait survivre, seule. Elle serra son ventre dans ses bras. « Tiens bon, ma petite, je te le jure, nous sortirons d'ici. » La pluie continua de tomber, lavant le sang séché sur ses mains, tandis que l'écho de la voix d'Edward résonnait encore dans son esprit comme une plaie ouverte. Quand Isabella ouvrit les yeux, la lumière était faible et jaunâtre. Une douleur aiguë lui traversa le cou. Elle essaya de bouger, mais son corps lui semblait aussi lourd qu'une pierre l'attirant vers le matelas. La chambre n'était pas la sienne. Les rideaux étaient tirés, l'air sentait l'enfermement. Elle se redressa lentement et remarqua que la porte avait une serrure extérieure. Elle tenta de tourner la poignée, mais rien ne bougea. « Allô » murmura-t-elle d'une voix rauque. Personne ne répondit. Elle fit quelques pas chancelants. Sur la table se trouvait un plateau avec une tasse de thé et un petit comprimé blanc posé sur une soucoupe. La vapeur montait encore. Elle s'arrêta, observant le liquide avec méfiance. Le silence du lieu était si profond qu'elle pouvait entendre battre son propre cœur. Elle s'approcha du miroir et frissonna en voyant son reflet. Son cou était couvert d'ecchymoses, avec des marques rouges en forme de doigts. Elle se rappela le moment où Edward l'avait étranglée. Sa respiration s'accéléra. Elle posa une main sur son ventre. « Tu es encore là » murmura-t-elle. Elle ferma les yeux et chercha à sentir le moindre mouvement du bébé. Un léger frémissement, en elle, raviva son espoir. Elle s'agenouilla sur le tapis et pleura en silence. Non pas de peur, mais d'impuissance. Elle savait que personne ne viendrait la sauver. Pas encore. Les heures passèrent lentement. Dehors, le jour se transforma en nuit. Isabella entendit des pas dans le couloir. La clé tourna et la porte s'ouvrit doucement. Victoria apparut, élégante comme toujours. Elle portait une robe grise et un visage parfaitement maîtrisé. Dans ses mains, elle tenait un autre plateau avec de la nourriture. « Tu devrais te reposer » dit-elle d'une voix douce. Isabella recula légèrement. « Où est Edward »
demanda-t-elle. Il est occupé. Il a beaucoup de choses en tête. Tu n'aurais pas dû le provoquer. Isabella la regarda, stupéfaite. Il a essayé de me tuer. Victoria esquissa un sourire comme si elle entendait une exagération. Ton état te rend sensible. Les nerfs et les hormones brouillent la mémoire. Tu dois comprendre cela. Isabella serra les poings. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai ressenti. Victoria posa le plateau sur la table. Prends le médicament. Il t'aidera à dormir. Le docteur dit que le stress n'est pas bon pour le bébé. Isabella observa la pilule. Qu'y a-t-il dedans? Seulement des calmants, répondit la femme, son regard froid la transperçant. Fais ce qu'il faut, ma chère, ne complique pas les choses. Puis elle fit demi-tour et sortit. Le bruit du verrou referma le silence. Isabella s'approcha du plateau et huma la tasse. L'odeur était amère, artificielle. Elle la renversa dans l'évier. Le liquide brun s'écoula lentement dans le drain. Le temps perdit toute forme. Elle ne savait plus s'il faisait jour ou nuit. Par moments, elle entendait des voix lointaines, peu, être celles des domestiques, mais personne n'osait ouvrir la porte. Sur une commode, dans un coin, il y avait un babyphone. La lumière rouge clignotait. Isabella se rappela que Edward avait parlé d'installer des caméras pour la sécurité. Elle comprit maintenant qu'elles servaient à la surveiller. Elle leva les yeux vers le petit objectif dans l'angle du plafond. Son propre visage pâle s'y reflétait. Elle s'en approcha lentement, le cœur battant. « Quelqu'un me regarde » chuchota-t-elle. Aucune réponse. Alors elle prit une grande inspiration et s'agenouilla devant l'appareil. « Je m'appelle Isabella Carter Kane » dit-elle d'une voix tremblante. « Mon mari me retient enfermée dans cette maison. Il a essayé de me tuer. Je suis enceinte. S'il vous plaît, si quelqu'un m'entend, aidez-moi. » Sa voix se brisa à la fin. Elle resta immobile un instant, observant la lumière rouge qui continuait de clignoter. Elle ne savait pas si quelqu'un l'avait entendue, mais elle devait y croire. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Elle essaya de l'ouvrir, mais le cadre était scellé avec des clous. Le vent grondait dehors et la pluie frappait les vitres. Elle s'assit au sol, serrant son ventre dans ses bras. « Tiens bon, ma petite » murmura-t-elle. « Je te jure que nous sortirons d'ici. » Les jours passèrent. Isabella refusa de manger la nourriture qu'on lui apportait. Elle ne buvait que l'eau du robinet. Son corps souffrait, mais son esprit restait lucide. Chaque nuit, elle entendait les conversations d'Edward et de sa mère dans le couloir. « Elle est instable, » disait Victoria. « Nous devrions peu être la placer dans une clinique. »« Pas encore, » répondait Edward. « Si nous faisons cela maintenant, la presse se doutera de quelque chose. » Isabella les écoutait avec rage. Elle comprit qu'il ne la voyait pas comme une personne, mais comme un problème à effacer. Un après-midi, elle trouva un petit crochet métallique sur le tapis, probablement tombé de sa robe. Elle le cacha sous l'oreiller. Elle regarda la serrure et attendit le bon moment. Pendant ce temps, chaque mot d'Edward résonnait dans sa tête comme une plaie. « Tu ne comprends pas ce que signifie ce nom. » Elle ferma les yeux et se fit une promesse. Si elle réussissait à s'enfuir, elle ne se contenterait pas de survivre, elle le détruirait. La nuit suivante, des pas résonnèrent à nouveau. Cette fois, ils étaient plus rapides, plus décidés. La porte s'ouvrit et Edward entra. Il portait du noir, les traits tirés, une bouteille de whisky à la main. « Isabella, » dit-il d'une voix pâteuse, « regarde ce que tu me forces à faire. » Elle ne répondit pas. « Tu aurais pu être une épouse parfaite. Mais tu insistes pour me défier. » Il s'approcha et prit son visage entre ses mains. « Si tu obéissais simplement, il n'y aurait pas de douleur. » Isabella se dégagea d'un geste brusque. « Je ne prendrai pas tes médicaments, je ne renoncerai pas à ma fille. » Edward serra les lèvres. « Alors tu vivras ici jusqu'à ce que tu comprennes. » Il la laissa seule et claqua la porte. Le choc fit vibrer la lampe. Isabella attendit en silence que tout redevienne calme. Elle sortit le crochet et le redressa. Elle l'introduisit dans la serrure. Ses mains tremblaient, mais elle persista. Les clics du métal se mêlaient au grondement du tonnerre. Enfin, le verrou céda. La porte s'entr'ouvrit d'1 centimètre. Isabella retint son souffle. Le couloir était plongé dans l'obscurité. Elle savait qu'elle ne pouvait pas encore s'enfuir.
Elle n'avait ni la force, ni un endroit où aller. Mais une chose avait changé. Elle n'était plus complètement prisonnière. Elle s'assit au bord du lit et regarda le babyphone. La lumière rouge clignotait toujours, inlassable. Peut être que, quelque part, quelqu'un l'avait vue. Peut être pas. Elle ferma les yeux, épuisée, et posa son front sur ses genoux. « Si je meurs ici, personne ne saura la vérité, » murmura-t-elle. « Mais si je vis, tu paieras pour tout, Edward. » Dehors, la tempête faisait rage. À l'intérieur, une promesse venait de naître. Isabella n'était plus seulement une victime. Elle était devenue le début de sa propre résistance. La tempête avait recouvert le ciel de Los Angeles. Les éclairs illuminaient le manoir Kane comme si un feu invisible brûlait derrière les fenêtres. Isabella n'avait pas dormi depuis 2 nuits. Son corps était faible, mais son esprit restait en alerte. La serrure cédait un peu plus chaque fois qu'elle la manipulait avec le petit crochet métallique. Elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Edward avait commencé à parler au téléphone avec quelqu'un d'un rendez-vous médical. « Demain à 9 heures, l'avait-elle entendu dire. Il s'occupera de tout. Elle ne se souviendra de rien. » Ces mots la remplirent de terreur. Elle comprit qu'il prévoyait de se débarrasser d'elle et du bébé. Cette nuit-là, quand l'horloge sonna minuit, la maison était plongée dans une obscurité presque totale. Isabella prit une profonde inspiration. Elle s'approcha du babyphone, celui qui filmait sa chambre. Elle le prit dans ses mains et appuya sur un petit bouton à l'arrière. La lumière rouge clignota. Elle savait que l'appareil était relié à un système de sécurité en ligne. Peut-être, avec un peu de chance, quelqu'un verrait le message. « S'il vous plaît » murmura-t-elle. « Si ce message parvient à quelqu'un, je m'appelle Isabella Carter Kane. Je suis enceinte et on me retient enfermée. Mon mari m'a battue, il a essayé de me tuer. Aidez-moi, je vous en supplie. » Elle parla pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que la batterie s'affaiblisse. Une lumière bleue s'alluma un instant, puis l'appareil s'éteignit. Isabella le regarda, le cœur battant à tout rompre. Elle venait de confier son espoir à un simple éclat de technologie. À des milliers de kilomètres, à Hong Kong, un immeuble de verre reflétait la pluie nocturne. Au 70e étage, David Carter parcourait des rapports financiers lorsqu'un léger signal retentit sur sa tablette. C'était une ancienne alerte, liée à un système de caméras appartenant à des propriétés étrangères. Il faillit l'ignorer, mais le nom Kane apparut dans un coin de l'écran. Il fronça les sourcils et ouvrit le fichier. L'image se chargea lentement. Il vit une femme au visage pâle, tuméfié, les lèvres fendues. Il lui fallut une seconde pour la reconnaître. « Isabella » souffla-t-il, la voix étranglée. Il recula dans son fauteuil, incapable de détourner le regard. Sa sœur, qu'il n'avait pas vue depuis des années, le regardait depuis une caméra, implorant de l'aide. David se leva d'un bond. « Aaron » appela-t-il. Son assistant apparut aussitôt. « Prépare l'avion. Nous partons pour Los Angeles. »« Que se passe-t-il » demanda le jeune homme. « Ma sœur. Elle est vivante, mais en danger. Et l'homme qui la retient est celui qui l'a détruite. » Aaron ne posa pas d'autres questions. Moins d'1 heure plus tard, le jet privé était prêt. Tandis que l'avion s'élevait au-dessus de l'océan, David observait l'écran avec le visage fermé. Chaque mot d'Isabella lui transperçait la poitrine. Il avait passé trop d'années à ignorer sa douleur. À présent, il ne pouvait plus rester immobile. La pluie tombait encore quand l'avion atterrit à l'aube. David n'avertit personne. Il connaissait le pouvoir des Kane et savait que la moindre fuite pouvait mettre la vie de sa sœur en danger. Avec Aaron, il prit la route vers le manoir. Depuis la colline, il pouvait voir la demeure imposante entourée de jardins détrempés. David coupa le moteur. « Pas de garde visible » dit Aaron. « Parfait. » Ils s'approchèrent par le chemin latéral où le mur de pierre était couvert de lierre. David escalada sans hésiter. L'adrénaline le tenait debout. À l'intérieur, la maison était silencieuse. Isabella restait assise près de la porte, serrant le crochet dans ses mains tremblantes. Elle entendit un bruit contre la fenêtre. Elle se leva, effrayée. « Qui est là » murmura-t-elle. Une voix familière répondit à travers le vent. « Isabella. »
Son cœur fit un bond. David? Elle s'approcha du verre et le vit. Il était trempé, sa veste noire collée au corps. « Je vais te sortir de là, » dit-il fermement. « Je ne peux pas. La porte est verrouillée. »« Recule !» David leva une barre de métal et frappa la serrure. Le bruit résonna dans toute la maison. Isabella retint son souffle. Au troisième coup, la porte céda. David entra et la serra dans ses bras. « Mon Dieu, ce qu'ils t'ont fait !» Elle éclata en sanglots. « Il a essayé de me tuer. Il voulait m'emmener dans une clinique. Il ne te touchera plus jamais, promit-il. » Mais le vacarme avait réveillé Edward. Il descendit les escaliers, une arme à la main. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» hurla-t-il. David se retourna, protégeant sa sœur. « Pose ton arme, dit-il. Edward le reconnut immédiatement. « Toi, le frère, tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'engages. » David fit un pas en avant. « Oh si, je m'en prends à un lâche qui frappe une femme enceinte. » Edward appuya sur la gâchette, mais David fut plus rapide. Il renversa une étagère qui tomba entre eux. Isabella en profita pour courir vers la porte d'entrée. « Par ici !» cria Aaron depuis dehors. Le bruit de la pluie couvrait les cris. Edward voulut les poursuivre, mais David le bloqua d'un coup à la mâchoire. L'arme tomba. Les deux hommes luttèrent au sol. « Elle est à moi !» rugit Edward. David le fixa avec colère. « Non, elle ne l'est plus. » Il le frappa une dernière fois et courut rejoindre sa sœur. Isabella était dans le jardin, trempée par la pluie. La porte de la voiture était ouverte. David l'aida à monter et prit le volant. « Accroche-toi !» Le moteur rugit. Edward apparut sur le perron, hurlant son nom. Une bourrasque souleva les feuilles mouillées, tandis que la voiture s'éloignait. Pendant les premières minutes, personne ne parla. Isabella respirait difficilement, une main sur le ventre. David conduisait sans regarder en arrière. Lorsqu'ils atteignirent enfin la route principale, elle rompit le silence. « Je croyais ne plus jamais te revoir. » David la regarda avec tendresse. « Je n'aurais jamais dû te laisser seule. » Elle esquissa un faible sourire. « Tu es arrivé à temps. » La pluie commençait à s'atténuer. Au loin, les rayons de l'aube coloraient l'horizon d'or. Isabella appuya la tête contre le siège. « J'ai tout perdu. » David secoua la tête. « Non, nous récupérerons tout, et il paiera. » Quand l'avion repartit vers Hong Kong, Isabella dormait, enveloppée dans une couverture. Dehors, les nuages se dispersaient peu à peu. David regardait la mer par le hublot. Sur sa tablette, l'image figée de la vidéo montrait encore le visage de sa sœur, implorant de l'aide. Il ferma les yeux et jura que ce regard ne connaîtrait plus jamais la souffrance. À cet instant, la tempête au-dessus du Pacifique commença à se dissiper. Le soleil se levait de nouveau, et avec lui, une promesse. Isabella inspira profondément. Pour la première fois depuis des mois, l'espoir avait un nom. L'avion atterrit sur la piste privée de l'aéroport international de Hong Kong, au milieu de la brume de l'aube. Isabella ouvrit lentement les yeux, désorientée. La dernière image dont elle se souvenait était le visage de son frère la retenant dans le siège, tandis que la pluie battait contre le pare-brise. À présent, le calme du ciel oriental l'enveloppait comme un souffle apaisant. David était assis en face d'elle, l'ordinateur portable ouvert, consultant des documents. « Nous sommes en sécurité », dit-il sans lever les yeux de l'écran. Isabella acquiesça, bien que le mot « sécurité » lui semblât encore un mirage. Une équipe médicale attendait près de l'avion. On la conduisit directement dans une clinique privée. Les couloirs étaient silencieux, d'un blanc immaculé. Le médecin qui l'accueillit, un homme à la voix calme, l'examina avec attention. « Votre fille est en vie », dit-il après quelques minutes. Son cœur bat fort et régulièrement. Isabella ferma les yeux. Les larmes jaillirent sans qu'elle puisse les retenir. Elle avait survécu. Elle et son bébé étaient toujours là, contre toute attente. David, debout près de la porte, serra les poings pour contenir son émotion. « Merci, docteur », dit-il à voix basse. Les jours suivants, Isabella resta hospitalisée. Elle dormait peu, tourmentée par des souvenirs qui revenaient en cauchemar. Parfois, elle se réveillait en sursaut, sentant encore l'écho de ses mains autour de son cou.
Mais chaque matin, elle trouvait une nouvelle note sur la table de chevet. C'était l'écriture de David. « Tu es en vie. C'est déjà une victoire. Je t'avais promis que tu respirerais à nouveau. Il ne te touchera plus jamais. » Des phrases simples mais pleines de force. Peu à peu, Isabella retrouva un semblant de paix. Le visage de son frère devint son ancre. Elle savait qu'il préparait quelque chose, et cette certitude la maintenait debout. Un après-midi, tandis que le soleil dorait les montagnes d'une lumière ambrée, David entra dans la chambre avec son ordinateur. « J'ai quelque chose à te montrer. » Isabella se redressa lentement. Sur l'écran apparurent des graphiques, des transferts bancaires, des documents d'entreprise aux noms inconnus. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « La base de son empire » répondit-il. « Edward a bâti sa fortune sur la fraude et le blanchiment d'argent. Et pire encore, il l'a fait en utilisant ton nom. » Isabella le regarda, stupéfaite. « Mon nom ? Oui. Dans chaque compte fictif, dans chaque contrat fantôme, tu figures comme associée silencieuse. Si les autorités découvrent cela sans explication, ils te tiendront aussi pour responsable. » Isabella sentit la colère et le dégoût la traverser. Il voulait me détruire complètement. David hocha la tête. C'est pour cela que nous devons agir avant lui. Si nous voulons l'abattre, nous devons le faire avec intelligence. Nous frapperons là où cela fait le plus mal, dans le pouvoir. Il se leva et fit quelques pas dans la pièce. Son entreprise a des filiales en Asie, en Europe et en Amérique. Mais ici, à Hong Kong, se trouve son refuge financier. J'ai accès à ce réseau. J'ai des contacts dans les sociétés d'audit et les fonds qui contrôlent ses actions. Isabella le fixa avec admiration. « Tu feras tout cela pour moi ? » ?»« Pas seulement pour toi, » répondit-il d'une voix ferme. « Pour maman, pour papa et pour toutes les femmes que l'on a réduites au silence. » La nuit, David travaillait sans relâche. Dans son bureau improvisé, les lumières restaient allumées jusqu'à l'aube. Son assistant, Aaron Lee, lui donnait accès à des bases de données et à des serveurs privés. « Nous avons localisé 3 comptes aux îles Cayman, » dit Aaron un matin. Tous sont liés à des sociétés écrans connectées à Kane Global Holdings. David examina les documents attentivement. « Parfait. Bloquez-les. Je veux qu'il sente son monde s'effondrer, dollar après dollar. » Aaron esquissa un sourire. « Avec plaisir, monsieur. » Pendant ce temps, Isabella reprenait des forces. Elle marchait lentement dans les couloirs de la clinique. Parfois, elle s'arrêtait devant la fenêtre et regardait les gratte-ciels qui brillaient au-dessus de la baie. Chaque lumière reflétée sur l'eau lui rappelait que le monde continuait de tourner. Elle n'était plus la femme qui craignait de parler. À présent, elle avait un but. Ce soir-là, tandis que David étudiait de nouveaux dossiers, elle s'approcha. « Je veux t'aider. » Il leva les yeux. « Tu dois te reposer. Je me reposerai quand il aura payé. Je peux examiner les courriels. Reconnaître sa façon d'écrire. Il y aura peut être des indices. » David hésita, puis acquiesça. « D'accord, nous travaillerons ensemble. » Les semaines passèrent. Isabella apprit à naviguer entre faux noms et comptes secrets. Elle était méthodique, patiente, précise. Un jour, elle découvrit quelque chose qui la fit frémir. « David, regarde ça. » Sur l'écran s'affichait un courriel entre Edward et Victoria. L'objet disait « Planification de la procédure. Le message joint contenait un paiement à une clinique privée. » La date correspondait à la nuit où Edward avait voulu l'emmener à l'hôpital. Isabella porta une main à sa bouche. Il avait tout planifié avec elle. David la regarda avec une rage contenue. Alors ils tomberont tous les deux. La nouvelle de la grossesse d'Isabella avait été effacée des médias, mais David commença à agir dans l'ombre. Par l'intermédiaire de sociétés discrètes, il se mit à racheter des actions de Kane Global. « Plus nous en aurons, plus nous serons proches du contrôle », expliqua-t-il. Isabella l'aidait en signant sous de faux noms. Leur alliance était parfaite. Elle connaissait le cœur de l'ennemi, ils maîtrisaient les règles du pouvoir. Chaque nuit, ils épluchaient les documents jusqu'à ce que la lumière de l'aube remplisse la pièce. Un jour, alors que le vent soufflait depuis le port, David ferma son ordinateur. « C'est assez pour aujourd'hui. Nous avons ouvert la première fissure. » Isabella s'affaissa dans le fauteuil, épuisée. « Combien de temps avant qu'il tombe ?»
Bientôt, répondit-il. Mais quand il tombera, il ne se relèvera jamais. Elle le regarda avec gratitude. Merci d'être venu me chercher. Je n'aurais jamais dû te laisser là bas, dit-il doucement. Mais le passé est mort. Isabella esquissa un sourire. Non, David, le passé est vivant, et ce sera notre meilleure arme. Cette nuit-là, la pluie revint. Dans la chambre, Isabella s'assit devant le miroir. Elle posa la main sur son ventre, sentant un léger mouvement. « Tu es forte, ma petite. Tu es la raison de tout cela. » Derrière elle, le reflet montrait la silhouette de David, debout près de la fenêtre, observant la ville. Tous deux savaient que la guerre ne faisait que commencer. Le tonnerre gronda au-dessus de la baie, et pendant un instant, le ciel sembla refléter la fureur qui les unissait. Isabella ferma les yeux et murmura « Nous le détruirons, avec la vérité, avec la justice. » Dehors, les lumières de Hong Kong scintillaient, comme les témoins silencieux de la naissance d'une vengeance. La nuit où commença, la chute était froide et sans lune. Dans le bureau improvisé à Hong Kong, les lumières restaient allumées tard. David Carter, Aaron Lee et une petite équipe d'analystes travaillaient avec une précision militaire. Ils avaient conçu la séquence avec soin. D'abord, il fallait ouvrir une brèche dans le réseau financier de Kane Global. Ensuite, diffuser la vidéo et enfin attaquer les réserves de liquidités par des achats silencieux et des blocages juridiques. Tout devait se dérouler en moins de 24 heures. Il n'y avait aucune place pour l'erreur. Aaron lança la première phase, envoyant des ordres discrets vers des serveurs miroirs et des comptes anonymes. Les transferts furent effectués en petites sommes, invisibles pour les algorithmes de détection. En parallèle, un hacker allié inséra un fragment de la vidéo dans une diffusion en direct qui devait sembler être une panne technique sur une chaîne d'information. C'était un coup de théâtre numérique. Le fichier montrait les images captées par une caméra cachée où l'on voyait Edward étranglant Isabella. Ce n'était pas un montage. C'était la preuve que personne ne pourrait ignorer. Lorsque la première partie de la vidéo apparut à l'écran, les réseaux sociaux explosèrent. D'abord, on parla d'un faux, ensuite d'une erreur, puis d'une révélation délibérée. Les hashtags se multiplièrent, et en quelques minutes, des milliers d'utilisateurs partagèrent le clip avec une indignation croissante. La plus grande chaîne d'information décida de le diffuser en boucle sans oser le commenter. Le public n'eut pas besoin d'explications. Le visage d'Edward dans la vidéo était reconnaissable entre mille. Sa main sur le cou d'Isabella exprimait la vérité avec une brutalité que nul mot ne pouvait égaler. Au siège de Kane Global, la réaction fut immédiate. Les dirigeants tentèrent de limiter les dégâts. Les appels urgents remplirent les couloirs. Le conseil d'administration se réunit en urgence. Edward s'enferma dans son bureau, livide, fixant la vidéo qui repassait son propre crime. Il avait tenté de supprimer les preuves, de corrompre des témoins, de manipuler les dossiers, mais rien ne pouvait atténuer la violence désormais publique. L'orgueil qu'il avait soutenu pendant des années fondait comme la cire sous la flamme. Pendant ce temps, David et son équipe exécutaient la partie financière du plan. Ils achetèrent des actions de Kane Global par l'intermédiaire de fonds opaques, manipulant les prix pour permettre une intervention légale coordonnée. Aaron et les analystes rédigèrent une série de rapports anonymes évoquant de graves irrégularités comptables. Bientôt, les auditeurs externes furent alertés et commencèrent à publier des avertissements. Les grands détenteurs d'obligations vendirent à leur tour. La confiance institutionnelle se dissipa comme la poussière dans le vent. Edward tenta de faire ce qu'il savait le mieux faire. Il appela ses contacts, activa ses réseaux d'influence, offrit des garanties personnelles, promit des enquêtes internes, mais la vitesse du flux d'informations l'avait dépassé. Chaque appel qu'il passait nourrissait davantage la suspicion. Certains alliés se détournèrent de lui pour se protéger, d'autres cherchèrent à négocier en secret, mais la transparence imposée par les plateformes numériques le forçait à reculer. Les anciens mécanismes du pouvoir ne suffisaient plus à éteindre la lumière qu'il exposait désormais. Parallèlement, la figure de Vanessa Moore réapparut de manière inattendue. Rongée par la culpabilité, la femme qui avait été son amante et témoin de l'agression contacta un journaliste d'investigation.
Son geste naquit de la conscience et de la peur. Les déclarations de Vanessa s'ajoutèrent comme un clou de plus dans le cercueil médiatique d'Edward. Devant les caméras, elle raconta des détails que seule une personne présente pouvait connaître, et ses mots résonnèrent avec une sincérité glaçante. Elle ne cherchait pas la gloire, elle cherchait la vérité. La presse internationale transforma la crise en une tempête. Les titres parlaient d'un schéma systémique, non d'un acte isolé. Les journalistes d'investigation fouillèrent les dossiers, les contrats et les transferts. Les noms des sociétés écrans furent révélés, et avec eux, la trace de capitaux reliant la fortune d'Edward à des affaires douteuses. Le système qui avait protégé les Kane pendant des années commença à s'effondrer. Chaque découverte en appelait une autre, et le réseau d'impunité devenait de plus en plus fragile. Dans la rue, les réactions furent intenses. Des manifestations spontanées éclatèrent devant les bureaux du groupe. Les militantes pour les droits des femmes exigeaient justice. « Plus d'impunité !» criait-elle. La colère publique était palpable, et cette rage avait trouvé un visage. Les réseaux sociaux se remplirent de témoignages d'autres femmes qui, sans le savoir, avaient vécu des situations similaires. L'affaire Isabella devint le symbole d'un combat plus vaste, et la pression sociale força les institutions à agir. Edward, brisé, tenta de se justifier en public. Il organisa une conférence de presse improvisée, mais les questions furent tranchantes. Les journalistes ne parlèrent pas de sa carrière, ils lui demandèrent des comptes sur la main qui étranglait sa femme. Sa défense tenta de minimiser les faits, évoquant des incohérences, mais le public avait déjà tout vu. Les actions de la société continuèrent de chuter. Les banques et les compagnies d'assurance évaluèrent les risques et commencèrent à retirer leur soutien. L'hémorragie financière devint une crise existentielle pour l'Empire Kane. Dans l'ombre de la bataille, David resta calme. Son objectif n'était pas de détruire par vengeance, mais d'exposer, de purifier et de reconstruire. Il savait que la chute d'Edward devait s'accompagner d'une restauration morale. C'est pourquoi il collaborait avec des avocats, des organismes de régulation et des associations de défense des droits humains. Le plan consistait à présenter des preuves solides devant les autorités internationales, afin que la justice ne se limite pas au tumulte des réseaux et pour que la reddition de comptes soit réelle et durable. À minuit, alors que la ville semblait retenir son souffle, le manoir des Kane fut encerclé. La police arriva avec des mandats de perquisition liés à des enquêtes financières et à des plaintes pour violences domestiques. Edward fut emmené sous escorte, tandis que les voisins observaient en silence. L'image du millionnaire menotté devint le symbole d'un empire en ruine et d'une vérité enfin révélée. Le bâtiment du tribunal, au centre de Los Angeles, était entouré de caméras, de journalistes et de curieux. Dès l'aube, les flashs illuminaient la façade de marbre, tandis que les reporters se disputaient les meilleures places. La nouvelle du procès avait fait le tour du monde. Le millionnaire Edward Kane, accusé d'agression, de fraude et de tentative d'avortement forcé, allait enfin faire face à la justice. À l'intérieur, les couloirs résonnaient de murmures. Les fonctionnaires tentaient de maintenir l'ordre, mais la tension était palpable à chaque recoin. C'était le jour que beaucoup attendaient et que lui redoutaient. Isabella arriva dans une voiture noire, escortée par des agents de sécurité. Elle portait une robe bleu marine et les cheveux relevés. Son visage, bien que calme, portait les marques de la douleur. David marchait derrière elle, à quelques pas. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement. Elle inspira profondément. « Je le suis depuis la nuit où il a essayé de me tuer. » Lorsqu'elle franchit la porte principale, le murmure se transforma en un silence pesant. Les flashs crépitèrent, capturant chaque mouvement. La femme qui avait été victime devenait symbole de résistance. Dans la salle d'audience, l'air était froid et maîtrisé. Le juge, un homme à la voix grave, demanda le silence. « Nous ouvrons l'audience du dossier numéro 110 à 7. Isabella Carter Kane contre Edward Kane. » L'accusé était assis à côté de son avocat, le célèbre Harvey Lang, expert en manipulation de jury. Edward portait un costume gris, mais son visage était livide, vide. Il fixait droit devant lui, évitant le regard d'Isabella.
Au premier rang, Victoria, sa mère, restait droite, un chapelet entre les doigts. Son expression impassible ne montrait ni remords ni compassion, seulement une fierté blessée. Sarah Chen, l'avocate d'Isabella, se leva. « Votre honneur, cette affaire ne concerne pas seulement des contrats et de l'argent. Elle concerne le pouvoir, le contrôle et la violence exercée contre une femme enceinte. » Sa voix était claire, assurée. La victime a été attaquée, isolée et réduite au silence par l'homme qui devait la protéger. L'accusé n'a pas seulement tenté de lui ôter la vie, il a voulu priver d'existence celle de sa fille. Le jury écoutait attentivement. L'avocate montra un dossier rempli de documents et de photographies. Voici les rapports médicaux, les transferts frauduleux et les preuves numériques reliant l'accusé à la clinique où la fin de grossesse avait été planifiée. L'avocat de la défense se leva aussitôt. Objection. Mon client nie toutes les accusations. Madame Carter a inventé cette histoire pour s'emparer de sa fortune. Son ton était calculé, mais le public réagit par un murmure d'indignation. Le juge frappa de son marteau. Silence dans la salle. Sarah ne broncha pas. Alors écoutons sa propre voix. Elle fit signe au technicien qui activa l'écran principal. L'enregistrement commença. C'était l'image granuleuse du babyphone où l'on entendait Isabella parler d'une voix tremblante. « Je m'appelle Isabella Carter Kane. Mon mari me retient prisonnière. Il a essayé de me tuer. Je suis enceinte. S'il vous plaît, aidez-moi. » Toute la salle retint son souffle. Le juge tourna son regard vers Edward. « Reconnaissez-vous cet endroit ?» Il ne répondit pas. Sarah poursuivit. Cet enregistrement a été récupéré sur un serveur relié aux caméras de sécurité du manoir Kane. Aucun montage, aucune modification, rien que la vérité. Edward serra les poings. Harvey tenta d'intervenir, mais le juge l'interrompit. « Laissez-la terminer. » Puis apparurent les photographies prises par les médecins à Hong Kong, traces sur le cou, ecchymose, signes évidents d'étranglement. Isabella baissa les yeux, respirant difficilement. Chaque image était une plaie ouverte, mais aussi une preuve de survie. Quand vint le moment de son témoignage, Isabella monta à la barre. Les regards et la lumière l'éblouirent. Un instant, elle crut que sa voix lui manquerait, mais David, au fond de la salle, la fixait avec calme, et cela lui donna du courage. « Pendant des mois, j'ai cru pouvoir le changer, » commença-t-elle. « J'ai pensé que l'amour pouvait guérir la violence. Je me suis trompée. Le jour où il m'a frappé, j'ai compris que le silence ne faisait que le renforcer. Sa voix était douce, mais chaque mot portait une lame. Je ne suis pas ici pour la vengeance. Je suis ici pour la justice, pour ma fille. Pour toutes les femmes qui, comme moi, se sont tues. » Le jury restait immobile, suspendu à ses paroles. Certaines personnes dans le public essuyaient des larmes. Edward refusait toujours de la regarder. Victoria, au contraire, la fixait avec mépris. Lorsque l'audience fut suspendue, mère et fils échangèrent un bref regard. C'était le pacte des coupables. Dans l'après-midi, Sarah appela un témoin clé, Vanessa Moore. La salle s'emplit de murmures. La femme entra vêtue sobrement, le visage fatigué. « J'ai été complice sans le vouloir », dit-elle devant le micro. « Je travaillais pour lui, je l'admirais, mais cette nuit-là, j'ai vu quelque chose qui m'a changé. J'ai vu sa main serrer le cou d'Isabella, tandis qu'elle criait qu'elle était enceinte. J'ai voulu l'arrêter. Je n'ai pas pu. » Harvey tenta de la discréditer. « Pourquoi parler maintenant ?» Vanessa le regarda droit dans les yeux. « Parce que je ne veux plus me taire, parce que la vérité ne devrait pas dépendre de la peur. » Le juge hocha la tête en silence. Sa déclaration acheva de forger l'image du coupable. Les preuves financières présentées par David complétèrent le tableau. Comptes cachés, pots de vin, opérations illégales, tout était documenté. Lorsque le juge suspendit la séance pour délibération, l'air devint irrespirable. Dehors, les manifestants acclamaient le courage d'Isabella. Les médias diffusaient chaque instant, chaque mot. Le lendemain, le tribunal était plein à craquer. Edward arriva sous escorte, le visage marqué par la fatigue et la peur. Isabella entra sans maquillage, un chapelet entre les doigts. Le juge prit place. Après examen des preuves et écoute des témoignages, ce tribunal déclare Edward Kane coupable de violences aggravées,
de tentatives de meurtre et de fraude financière. Le coup de marteau résonna comme un tonnerre. Edward baissa la tête. Victoria se leva brusquement. « Vous ne pouvez pas lui faire ça. C'est mon fils. » Le juge la fixa sévèrement. « Votre fils a fait ses choix. » Les agents la retinrent quand elle voulut s'approcher. David soupira de soulagement. Isabella ne pleura pas. Elle ferma simplement les yeux, laissant le poids des années se dissoudre. Dehors, la foule éclata en applaudissements. Les caméras immortalisèrent le moment où elle sortit du tribunal, le visage baigné de la lumière du midi. Elle leva les yeux vers le ciel. « Nous avons réussi » murmura-t-elle. À ses côtés, David posa une main sur son épaule. « Ce n'est que le début. » Isabella acquiesça. Derrière eux, la ville continuait de battre, mais quelque chose avait changé. Le silence ne gouvernait plus son histoire. Elle avait parlé et le monde l'avait entendue. L'aube sur Los Angeles n'apporta pas la paix. Devant le tribunal, les caméras restaient allumées, capturant le moment où Edward Kane, le magnat qui avait autrefois symbolisé le pouvoir et le succès, était escorté par des agents fédéraux. Son visage, autrefois arrogant, montrait un mélange de fureur et de défaite. Les flashs l'aveuglaient tandis qu'il marchait, les mains menottées. « Monsieur Kane, avez-vous quelque chose à dire ?» criaient les journalistes. Il ne répondit pas. Le bruit des déclencheurs remplissait l'air comme une rafale. La scène était diffusée en direct sur les principales chaînes. La chute d'un empire devenait un spectacle. À l'intérieur du tribunal, les derniers documents furent scellés. Les preuves étaient irréfutables. Fraude fiscale, blanchiment d'argent, violence physique et psychologique. Chaque délit reposait sur des fondements juridiques et chaque témoignage s'inscrivait dans un schéma impossible à nier. Le juge signa la sentence définitive. 12 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. L'État confisquait en outre la majorité de ses biens afin d'indemniser les victimes de ces affaires frauduleuses. Lorsque le verdict fut rendu public, les marchés réagirent aussitôt. Les actions de Kane Global s'effondrèrent en quelques heures. Ce qui avait mis des décennies à se bâtir s'écroulait en un seul jour. Dans le manoir familial, Victoria Kane regardait la télévision d'un visage impassible. Autour d'elle, les domestiques s'emballaient les objets de valeur sous la surveillance des agents judiciaires. Les tableaux, les montres, les documents, tout était inventorié. La femme qui avait jadis contrôlé la vie de chacun d'un simple regard était assise en silence, serrant son chapelet. Une agente s'approcha avec un ton formel. « Madame Kane, vous devez nous suivre. Vous êtes impliquée dans les paiements à la clinique et dans la falsification des dossiers médicaux. » Victoria leva les yeux avec un sourire amer. « Mon fils n'aurait jamais dû épouser cette femme. » L'agente ne répondit pas. On lui passa les menottes et on la conduisit dehors. L'écho de leurs pas sur le marbre résonna comme le glas d'une dynastie en voie d'extinction. Pendant ce temps, Isabella regardait les nouvelles depuis la chambre d'hôtel où elle se réfugiait avec David. À l'écran apparaissaient les images de l'arrestation. Le corps d'Edward, vêtu d'un uniforme orange, était transféré dans un fourgon de police. Pendant quelques secondes, elle ne sut que ressentir. Elle avait attendu ce jour, elle en avait rêvé, mais la réalité la submergeait. David lui tendit une tasse de café. « C'est la justice », dit-il calmement. Elle le regarda, les yeux brillants. « Oui, mais pas la joie. »« Tu n'as pas besoin de te réjouir, » répondit son frère. « Tu dois seulement respirer librement. » Isabella hocha la tête. Le poids des souvenirs demeurait dans sa poitrine, mais pour la première fois, il ne l'étouffait plus. Les journaux télévisés répétèrent le titre tout au long de la journée. Le magnat Edward Kane, reconnu coupable, la fin d'un empire, le visage de la violence cachée derrière la richesse. Les commentateurs analysaient chaque image, chaque mot du procès. Certains anciens associés tentèrent de se distancer, invoquant l'ignorance. D'autres livrèrent des déclarations creuses sur les erreurs humaines. Mais le public ne pardonnait plus. Sur les réseaux, des millions d'utilisateurs partageaient la phrase d'Isabella prononcée à l'audience. « Je ne suis pas ici pour la vengeance. Je suis ici pour la justice. » Cette phrase devint virale et apparut sur des pancartes, des banderoles et dans les titres de journaux.
Dans les forums et les débats télévisés, la discussion sur le pouvoir, l'impunité et la violence domestique prit une intensité nouvelle. L'affaire Isabella avait ouvert une plaie collective. Des femmes de différents pays commencèrent à raconter leurs histoires sous un même mot d'ordre. Moi aussi, j'ai survécu. La figure d'Isabella devint un symbole, bien qu'elle ne l'ait jamais cherché. Elle recevait des lettres, des messages, des fleurs. Certaines victimes se rendaient jusqu'à Los Angeles uniquement pour la remercier. David observait tout cela avec fierté, sachant que pour sa sœur, cette exposition publique était aussi douloureuse que nécessaire. Dans la prison de haute sécurité, Edward découvrait un univers qu'il n'avait jamais connu. Les murs gris, l'odeur du métal et le bruit des verrous l'accompagnaient jour et nuit. Dès la première semaine, il fut placé en isolement pour sa propre sécurité. Certains détenus l'avaient reconnu grâce aux journaux télévisés et l'accueillirent par des insultes. La nuit, il fixait le plafond et se souvenait des jours de luxe, des dîners avec des politiciens, des affaires secrètes, des rires forcés. Tout avait disparu. Dans son esprit, l'image d'Isabella le hantait. Ses yeux qu'il avait défiés au procès sans peur étaient devenus sa nouvelle condamnation. Il tenta d'écrire une lettre, mais ne dépassa pas la première ligne. « Ce n'était pas ma faute », écrivit-il. Puis il déchira la feuille. Il savait que la vérité ne pouvait plus être réécrite. À Hong Kong, David poursuivait les démarches légales pour assumer la direction temporaire des biens confisqués. Son objectif n'était pas de s'enrichir, mais de restaurer le nom de la famille Carter. Lors d'une conférence de presse, il parla avec calme. La justice ne rend pas le temps, mais elle rappelle que personne n'est au-dessus de la loi. Les journalistes l'applaudirent. Isabella l'observait depuis le fond de la salle, le cœur rempli de fierté et de soulagement. Pour la première fois depuis des années, son nom de famille retrouvait un sens. Quelques jours plus tard, elle reçut une visite inattendue. C'était Vanessa Moore. Elle arriva avec un bouquet de fleurs blanches et une expression humble. « Je ne viens pas demander pardon, » dit-elle. « Je voulais simplement te remercier de ne pas avoir renoncé. Si tu n'avais pas parlé, je serais resté dans le silence. » Isabella l'invita à entrer. Elles partagèrent le thé en silence. Il n'y avait pas besoin de mots. Le passé se comprenait sans explication. Lorsque Vanessa partit, l'air sembla plus léger, comme si une part du poids avait disparu. À la tombée de la nuit, Isabella sortit sur le balcon de l'hôtel. La ville brillait sous un ciel dégagé. Au loin, les lumières du port se reflétaient sur l'eau. David la rejoignit. « Que vas-tu faire maintenant » demanda-t-il. « Vivre » répondit-elle, « et protéger ma fille. » Elle posa une main sur son ventre, sentant le léger mouvement qui la reliait à l'avenir. « Je lui raconterai tout, pour qu'elle sache que la vérité ne se négocie pas. » David sourit. « Alors notre famille est à nouveau complète. » Ils restèrent là, observant l'horizon. À la télévision, les informations montraient les images de Victoria transférée en prison et d'Edward dans sa cellule. Un journaliste conclut son reportage par une phrase simple. « L'argent peut acheter le silence, mais jamais pour toujours. » Isabella éteignit la télévision et ferma les yeux. La justice, pensa-t-elle, n'arrive pas toujours vite, mais quand elle vient, elle efface jusqu'à la dernière ombre. Cette nuit-là, elle dormit sans cauchemar. Et pour la première fois depuis longtemps, la paix ne lui sembla plus un luxe, mais un droit retrouvé. 1 an s'était écoulé depuis le procès. L'hiver appartenait au passé et le printemps fleurissait sur la baie de Hong Kong. La ville respirait une lumière nouvelle, pure, comme si elle aussi avait été purifiée par la vérité. Dans un appartement face à la mer, Isabella Carter se réveilla au son des vagues qui frappaient doucement les quais. Le soleil entrait par la fenêtre et se reflétait sur le berceau blanc près de son lit. À l'intérieur, une petite fille dormait paisiblement, les poings fermés, le visage tranquille. Isabella la regarda avec tendresse. « Bonjour, mon amour » murmura-t-elle. Cette petite vie était la preuve la plus pure de la résistance. La fillette s'appelait Hope. Elle était née 2 mois après la condamnation, en bonne santé et pleine de force. Son nom n'était pas un hasard. C'était le mot qui avait soutenu sa mère pendant les nuits les plus sombres. Chaque fois qu'elle la regardait, Isabella se souvenait que la douleur n'avait pas été vaine. Parfois, elle pensait à Edward,
enfermée dans une prison froide du nord de la Californie. Elle ne le haïssait pas. La haine n'avait plus de place dans son cœur. Ce qui restait, c'était une paix ferme, la certitude d'avoir survécu et d'avoir trouvé une voie qui ne se tairait plus. Après le petit déjeuner, Isabella sortit sur le balcon. Le vent portait l'odeur salée de la mer. Au loin, les bateaux glissaient comme des ombres brillantes dans la brume. À l'intérieur, sur la table, reposaient des papiers portant le logo de la fondation qu'elle avait créée. Fondation Hope. Son objectif était d'offrir refuge et assistance juridique aux femmes victimes de violences. Avec l'aide de David et de plusieurs organisations internationales, la fondation grandissait chaque jour. 3 antennes avaient déjà ouvert, à Hong Kong, à Los Angeles et à Mexico. Isabella consacrait ses journées à coordonner des programmes, à écouter des histoires et à accompagner celles qui avaient encore peur de parler. Son expérience était devenue un phare. David entra dans le salon avec une tasse de café. « Tu t'es encore levé tôt », plaisanta-t-il avec un sourire. « J'ai trop de travail », répondit-elle. « Les demandes augmentent. Chaque histoire est différente, mais toutes me rappellent pourquoi nous avons commencé. » David hocha la tête. Papa serait fier. Isabella sourit avec douceur. Et maman aussi. Elle disait toujours que la justice commence à la maison. Sur le mur, un portrait familial montrait les Carter à une époque heureuse. Une photo ancienne, prise avant le chaos. À présent, quand Isabella la regardait, elle n'y voyait plus la douleur, mais la continuité. Plus tard, elle arriva au siège principal de la fondation. Le bâtiment était lumineux, aux murs de verre et aux jardins intérieurs. À l'entrée, une plaque dorée portait une phrase gravée. « La vérité peut faire mal, mais elle peut aussi guérir. » Les employés la saluèrent avec respect. Isabella ne se comportait pas comme une figure publique, mais comme une collègue parmi les autres. Elle s'assit à son bureau et examina les dossiers. Chaque dossier représentait une femme qui avait choisi de recommencer sa vie. Parfois, elle les recevait personnellement. Elle les écoutait sans juger, car elle comprenait chaque silence, chaque mot brisé, chaque larme contenue. À midi, elle donna une conférence pour présenter un nouveau programme éducatif. Des journalistes de plusieurs pays étaient présents. Sur scène, Isabella parla d'une voix ferme. Quand une femme brise le silence, elle change son histoire, mais elle change aussi le monde. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de justice, de dignité, de liberté. Les applaudissements furent longs et sincères. Parmi le public, David l'observait avec fierté. Il savait que le chemin avait été difficile, mais que le résultat était lumineux. L'histoire d'Isabella n'appartenait plus seulement à elle. Elle appartenait à toutes. Cet après-midi-là, après l'événement, Isabella marcha le long du quai. Hope dormait dans sa poussette, enveloppée dans une couverture rose. Le vent soulevait doucement ses cheveux. Isabella s'arrêta face à l'horizon. Elle se rappela la nuit où elle avait fui le manoir, la voix d'Edward criant son nom, la pluie couvrant tout. La distance entre cette femme et celle qui regardait la mer était infinie. Elle ferma les yeux et respira profondément. La paix était un territoire qu'elle avait conquis de haute lutte. De retour chez elle, elle trouva une lettre à la porte. Elle venait de Vanessa Moore. À l'intérieur, un message bref. « Merci de m'avoir rappelé que je peux encore être utile. J'ai commencé à travailler dans un centre de réhabilitation. Chaque jour, j'aide des femmes qui ont vécu la même chose. Peut-être pourrons-nous collaborer un jour. » Isabella rangea la lettre avec soin. La vie, pensa-t-elle, offre toujours des secondes chances, même à celles qui furent complices de l'erreur. Ce soir-là, tandis qu'elle baignait sa fille, l'eau reflétait la lumière dorée du coucher du soleil. Hope priait, éclaboussant joyeusement. Isabella ne put s'empêcher de sourire. « Tu es mon miracle », dit-elle. Après l'avoir couché, elle marcha jusqu'au balcon. La ville s'étendait, illuminée. La mer reflétait les lumières comme un miroir. David la rejoignit quelques minutes plus tard. « La presse t'appelle la voix des survivantes. » Elle haussa les épaules. « Je ne suis pas une voix, nous sommes nombreuses. J'ai seulement eu la chance d'être entendue. » David leva sa tasse. « À celles qui parlent et à celles qui ne peuvent pas encore. » Isabella leva la sienne. « Isles. » Avant de dormir, elle prit son carnet. C'était le même où,
Des années auparavant, elle avait écrit les premières lignes de sa promesse. Elle ouvrit une nouvelle page et écrivit lentement. « Aujourd'hui, ma fille a 1 an. Elle grandit libre, aimée, sans peur. Ce qui a commencé dans la douleur se termine dans la vie. Il n'y a pas de victoire plus grande. » Elle referma le carnet et le posa sur la table. Sur la table de nuit, à côté de la lampe, reposait un bracelet gravé des mots « Hope Alive ». Elle le prit entre ses doigts et l'observa sous la lumière. C'était un petit symbole, mais pour elle, il signifiait tout. L'horloge marqua minuit. Isabella sortit une dernière fois sur le balcon. La brise était douce, le ciel clair, et les étoiles semblaient veiller sur elle. Elle s'appuya contre la rambarde et repensa à tout ce qu'elle avait traversé. Ce n'était pas seulement une histoire de douleur, mais de transformation. La peur était devenue force, la solitude communauté, la honte courage. Elle sourit. Derrière elle, Hope balbutia dans son sommeil. Isabella entra, la caressa et murmura. « Dors, ma petite, le monde t'attend pur. » Dehors, l'aube commençait à peindre le ciel de tons rosés. La lumière filtrait par la fenêtre et emplissait la pièce d'une clarté douce. Isabella ferma les yeux un instant, respirant l'air frais d'un nouveau jour. Le passé était toujours là, mais il ne faisait plus mal. Il s'était transformé en mémoire, en leçon et en espérance. Dans ce silence parfait, la vie continuait. L'histoire d'Isabella Carter ne s'achevait pas dans la vengeance, mais dans la renaissance. Et dans les bras de sa fille, la justice avait enfin un visage.